Merci d'être sur la télévision. La barre poursuit le journal de ce jour, dimanche 13 juillet 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Clôture hier samedi 12 juillet 2025 de la première session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Après 2 semaines de travaux, les conseillers ont bouclé leurs travaux en présence des autorités, notamment les autorités du CNSP, avec à leur tête le ministre de la Défense nationale assurant l'intérim du Premier ministre, les membres du gouvernement et de plusieurs autres invités. Précision avec nos reporters Adam Soumana et Sadoudoumi. L'hémicycle de la représentation nationale reçoit ainsi un parterre d'invités de marque au rang desquels des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement ainsi que des représentants de corps et missions diplomatiques accrédités au Niger. Un beau monde venu magnifier de sa présence la fin des travaux de la toute première session ordinaire du Conseil consultatif de la refondation. Dans son discours à cette occasion, le président de cette institution s'est longuement apaisanti sur le travail abattu par les conseillers durant 2 semaines. Comme il est de tradition, à l'entame de toute première session, les conseillers ont procédé à l'examen et à l'adoption du projet de règlement intérieur, projet que nous avons adopté à l'unanimité après de longs et fructueux débats. Ce projet sera soumis pour approbation au ministre chargé de l'Intérieur conformément à l'article 17 de l'ordonnance 2025-07 du 18 avril 2025 portant mission, composition et modalités de fonctionnement du Conseil consultatif de la refondation. Mesdames et messieurs, chers conseillers, représentants de la nation que nous sommes, nous avons entrepris d'écouter et de questionner les responsables de plusieurs structures de l'État sur des sujets et préoccupations de l'heure. Il s'agit notamment du Centre national d'études stratégiques et de la sécurité, le CNES, du Comité national d'opérationnalisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, des forces de défense et de sécurité, FDS, par le biais du chef d'état-major de l'armée de terre, de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, des témoignages des chefs traditionnels vivant dans les zones d'insécurité et du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP. Au président Mamoudou Harouna Djingere d'entretenir l'assistance sur les préoccupations urgentes pour les futures sessions du Conseil consultatif de la refondation. Il s'agit notamment, premièrement, de la question de la sécurité nationale et de la cohésion sociale. Je voudrais ici féliciter vivement nos braves forces de défense et de sécurité pour leur courage, leur professionnalisme, leur bravoure, démontrée encore une fois, tout récemment, par la destruction des bases des groupes armés terroristes dans les dictatures. Deuxièmement, de la justice sociale et des droits de l'homme. Troisièmement, de la question du foncier qui défait la chronique actuellement. Quatrièmement, du respect scrupuleux des textes législatifs garant de la bonne gouvernance. Cinquièmement, des préoccupations de la jeunesse et de la femme. Sixièmement, de la cherté de la vie. Septièmement, de la santé et de l'éducation, tout en souhaitant une très bonne réussite aux examens de fin d'année à nos enfants. Des préoccupations les unes plus importantes que les autres visant l'amélioration des conditions de vie de la population nigérienne dans une AES de paix et souveraine dans laquelle les conseillers du Conseil consultatif de la refondation entendent jouer pleinement leur partition. Merci Adam Soumana. Au terme de 2 semaines d'intenses débats sur la vue de la nation par les conseillers ont quitté l'hémicycle avec un sentiment d'un devoir accompli au regard de la qualité des débats. Dans cet extrait qui va suivre, le conseiller Bana Ibrahim parle de la particularité du conseil consultatif comparé aux autres conseils. Précision dans cet extrait. Il faut rappeler que par rapport à la question de l'insécurité, ce sont 2 séries de présentations qui ont été faites aux conseillers. La première présentation, elle a été faite par le Centre national des études stratégiques et de sécurité, le CNES,
Ensuite, le SICO, qui est le centre intégré de commandement de l'armée, qui est pratiquement le centre névralgique de commandement de l'ensemble des opérations militaires dans notre pays, qui est dirigé par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Maman Sanjao. Donc, ce sont ces deux blocs de présentation qui ont été faits aux conseillers, et à la suite, elles ont été complétées par des témoignages des différents chefs coutumiers des zones en proie à cette difficulté. Et je vous assure qu'il y a eu ils ont écouté de manière religieuse ces présentations, et ils ont été édifiés sur deux choses. D'abord sur les défis qui se posent à notre pays en termes de sécurité, mais également les efforts qui sont en train d'être menés par le Niger de concert avec les autres pays de l'AES pour qu'une réponse adaptée soit opposée à ces hordes de terroristes sans foi ni loi qui écument la zone des trois frontières, mais pas que, au niveau des autres théâtres des opérations, notamment dans le lac Tchad, sur notre frontière avec le Nigeria, mais aussi prévenir que les situations similaires ne se produisent au niveau des frontières algériennes et libyennes. Nous avons été édifiés et nous sommes conscients de la nécessité que tous les Nigériens se mettent ensemble pour affronter ces défis énormes qui se posent à notre pays en termes d'insécurité. C'est d'abord une première expérience pour notre pays. Il y a eu un conseil consultatif par le passé, mais qui n'était pas au même format que celui-là. Les assemblées qu'il y a eu dans notre pays, c'était des assemblées qui n'ont pas le même format. Les institutions similaires de transition, c'était pendant des périodes courtes. Notre institution, elle est installée pour couvrir l'ensemble de la première période de transition, qui sont les 5 ans qui ont été consacrés par la charte de la Fondation. Je vous assure que quand on a écouté l'ensemble de ces préoccupations, ça nous a un peu, non seulement sur ces deux sentiments, on est conscient, ça nous a ouvert les yeux sur l'étendue des difficultés auxquelles notre pays fait face, mais c'est également une invitation à nous battre encore plus, à nous investir dans la mission qui nous a été confiée par le chef de l'État pour que nous soyons force de proposition, pour que le CNSP et le gouvernement s'en inspirent avec le recul que nous avons de ne pas être dans l'exécutif et l'opérationnel. C'est regarder les choses avec froideur, avec lucidité, et puis tenir compte des préoccupations des peuples que nous voyons chaque jour, que nous écoutons, pour formuler des propositions qui auront pour but ultime, dans tous les domaines, de mettre notre pays sur la voie du développement dans le cadre d'une alliance des États du Sahel prospère et sécurisée pour le bonheur des populations de nos trois pays. Il faut que les Nigériens comprennent. Aujourd'hui, c'est une expérience nouvelle. Mais déjà, à travers les textes, il faut que les gens comprennent qu'il y a que le CCR, malgré le fait qu'il ait un caractère consultatif, a une force que les autres parlements n'ont pas. Bana Ibrahim, conseiller au Conseil consultatif de la refondation CCR, que vous retrouverez dans plus en détail sur les 2 semaines de travaux du CCR. Ça serait donc en partie magazine de ce journal-là. Parlons de la justice dans ce journal, précisément du droit d'accès à la justice au Niger par la population. Pour nous éclairer sur ce sujet, le juriste Alfred Oubadje Emmanuel, également président du Raza Presse, que je vous propose de suivre. Ainsi, au terme de l'article 11 de la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Donc, vous voyez ici, sur la base de cette disposition, que l'action en justice, c'est ce processus-là qui vous conduit tout simplement à saisir un juge pour lui soumettre une prétention. Dans bien de cas, les parties protagonistes estiment chacune pour sa part qu'elle a raison. Mais il revient
au juge praticien du droit, selon les circonstances, d'étudier le dossier et de lui appliquer ou d'appliquer le droit aux faits. Donc, l'auteur d'une action en justice ne fait que porter une prétention devant un juge. Le traitement de cette prétention-là est de l'apanage du juge en tant que praticien du droit. Il revient au juge de dire cette action fondée ou mal fondée en droit. Maintenant, qu'en est-il de l'adversaire? Puisque dans un litige, vous avez deux parties. Vous avez une partie qui estime qu'elle a raison, ou une partie qui est assignée ou qui est convoquée, mais vous avez également la partie défenderesse, celle contre laquelle l'action est exercée. Donc cette partie est appelée à se défendre. Et donc, pour cette partie qu'on appelle l'adversaire, l'action, c'est le droit de discuter du bien fondé de cette prétention. L'auteur de prétention saisit la justice pour qu'elle puisse se prononcer sur le bien fondé de sa prétention. Mais pour l'adversaire ou le défendeur, l'action, cette fois-ci, c'est son droit de discuter du bien fondé de cette prétention. L'article 12 dispose pour sa part que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Parce que quand un procès est engagé devant la justice, vous avez des personnes, bien que n'étant pas parties au procès, peuvent avoir un intérêt dans ce litige qui est ouvert. Je prends un exemple. X vend une maison à B. Maintenant, après, B ayant acheté la maison, n'est toujours pas entré en possession de la maison, de l'immeuble en question, ou bien est victime de troubles de jouissance après achat. Donc ici, vous avez un litige entre X et B. Mais il se trouve que C, qui n'est pas partie à ce contrat, a été celle qui a vendu la maison à X qui l'a vendue à B. Donc, vous voyez ici, C n'étant pas partie à ce litige, puisqu'il y a un litige qui concerne les deux parties et qu'il y a une remise en cause de cette vente que C a fait, eh bien, C a un intérêt ici dans ce litige parce que tôt ou tard, elle peut être assignée dans une sorte d'intervention dans ce procès. Donc, la justice fonctionne de cette manière. Tous ceux qui ont un intérêt dans un litige, eh bien, sont appelés à faire entendre leur cause ou leur prétention devant un juge qui est appelé à discuter ou bien à dire cette prétention fondée ou mal fondée. Donc, en ce sens, pour agir en justice, il faudrait qu'il y ait un intérêt. Si vous n'avez pas d'intérêt dans le dossier, le juge ne peut pas recevoir votre action. Donc, il faut avoir un intérêt pour agir. C'est en ce sens que, pour l'adversaire, l'action, c'est le droit de discuter du bien fondé de la présomption. Et, au terme de l'article 12, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime. Il ne suffit pas d'avoir un intérêt, mais encore qu'il faut que cet intérêt-là soit un intérêt légitime pour qu'il puisse conduire au succès de votre prétention. Sinon, cela va conduire à un rejet de votre prétention. C'était là donc le juriste Emmanuel Alfreda. Il est également président du Raza Presse sur le droit d'accès à la justice nigérienne. 3 pays de l'espace AES, Alliance des États du Sahel, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ont décidé de claquer la porte à la session de l'UMOA tenue le 11 juillet dernier à Lomé, au Togo. Cet acte continue de susciter des réactions ici au Niger et dans les autres pays de l'AES. Pour l'analyste Issoufou Kado, cette attitude de l'UMOA téléguidée est une occasion pour les États de l'AES de créer leur propre monnaie et de quitter l'UMOA pour aller vers les BRICS. On l'écoute dans cet extrait. Je ne suis pas surpris de l'attitude de la Côte d'Ivoire et de la France parce que c'est eux qu'il faut nommer par rapport à cette attitude. Dès le départ, la création de la Confédération des États du Sahel,
dans les textes, c'était prévu qu'ils créent leur propre monnaie. Je ne sais pas si vous me suivez, chaque fois que je participe à des débats ou faire des analyses, nous avons toujours conseillé de faire vite pour créer cette monnaie pour éviter des problèmes. Maintenant, la problématique qui se pose, est-ce qu'en quittant IMOA, les pays membres de la Confédération des États du Sahel, ce qu'ils vont gagner là, vaudrait-il mieux que ce qu'ils vont perdre? C'est ça la problématique qu'il faut se poser. Moi, dans mon analyse, je trouve qu'ils ont plus à gagner qu'à perdre. Pourquoi? Parce que les Français, particulièrement les Européens, même les Américains, mais presque tout l'Occident n'accepte pas la création. Ils ont pris en mal la création de cette confédération des États du Sahel, parce que pour eux, c'est une sorte de libération des pays africains. C'est une voie qu'on donne aux autres pays de se libérer du joug de ces pays-là qui pillent nos ressources. C'est ça le problème. Maintenant, l'article 11 du statut de l'UEMOA dit que la présidence du Conseil des ministres, elle est tournante. La dernière réunion, la deuxième session qui s'est tenue à Lomé, au Togo, le vendredi passé, c'est le tour du Burkina de présider. La Côte d'Ivoire, semblerait-il, s'est opposée et elle a fait des tractations auprès des autres pays. Il n'y a pas eu de consensus. Et les pays membres de la Confédération des États du Sahel ont préféré quitter la salle, ont boycotté la réunion. Bon, c'est une crise qui est là, qui profile à l'horizon. Moi, à mon avis, ils n'ont qu'à s'assumer. À partir du moment où ils ont pris l'initiative d'être souverains, de créer leur propre monnaie, parce que vous ne pouvez pas être souverain tant que votre monnaie est gérée par une puissance qui est hostile à vous. Donc c'est une occasion pour eux de se préparer pour rapidement mettre en place leur propre monnaie et de prospecter, d'essayer d'exploiter la possibilité de coopérer de manière économique avec les pays des BRICS qui eux déjà ont mis en place une banque d'investissement qui combat l'hégémonie du dollar et de l'euro. C'était l'analyste Issoufou Kado sur la décision de 3 pays de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, de quitter la session de l'UMOA. C'était le 11 juillet dernier au Togo. Donc rendez-vous demain pour suivre plus de détails sur cette décision et sur l'analyse de Issoufou Kado dans notre édition de demain. Du 28 juin au 12 juillet 2025, les conseillers du Conseil consultatif de la refondation se sont retrouvés à l'occasion de la première session ordinaire au titre de l'année 2025 de l'institution. Cette session a pris fin hier, samedi 12 juillet 2025, à la grande satisfaction des participants. Le conseiller Bana Ibrahim fait le point sur les 15 jours de travaux. C'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Au revoir. Vous savez, le Conseil consultatif n'a pas dérogé à la règle des institutions de ce type, que ce soit Parlement, que ce soit Conseil consultatif. Les premières heures des sessions sont consacrées à l'adoption d'un règlement intérieur qui doit normalement régler le fonctionnement du Conseil, le fonctionnement des sessions et des travaux en commission. Donc, la première partie de la première session a été consacrée à l'adoption d'un règlement intérieur et après des débats intenses, preuve que les conseillers avaient un bon niveau et étaient pleinement conscients du rôle qui était le leur. Donc le règlement intérieur a été adopté. Ensuite, avant d'entamer ce travail titanesque de baliser le processus de refondation dans notre pays, les conseillers ont accueilli plusieurs institutions de notre pays, des institutions qui ont trait notamment aux questions de sécurité, à l'opérationnalisation de l'AES, au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, au commissariat à la modernisation de l'État, des institutions qui sont venues rappeler aux conseillers l'étendue du travail qui est attendu d'eux, en brossant le tableau
de la gouvernance passée et actuelle de notre pays et des perspectives que notre pays a en vue de refonder sa gouvernance. Donc à l'issue de ces présentations très pertinentes et riches, nous nous étions retrouvés en commission, les 6 commissions thématiques du Conseil consultatif de la refondation, pour essentiellement, puisque le temps qu'on avait été court, nous pencher sur 2 questions fondamentales de l'heure, qui sont la question de l'insécurité et la question de la gouvernance de manière générale, dans le but d'élaborer et de formuler des recommandations fortes à l'endroit du gouvernement, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du président de la République pour faire écho des préoccupations actuelles des populations nigériennes. Donc, ces recommandations, comme le président de CCR l'a rappelé dans son discours de clôture, feront l'objet d'un rapportage global et ce condensé de recommandations fortes sera remis au président de la République qui est le récipiendaire des travaux du Conseil consultatif pour la fondation. Écoutez, en tant que d'abord membre du bureau, ensuite en tant que président des commissions, j'ai trouvé que les conseillers que nous sommes, en tout cas, n'ont rien à envier au niveau des parlements des autres pays et surtout cela n'a rien à voir avec les parlements que nous avons connus dans notre pays ces dernières années. Ce sont des conseillers pleinement outillés et pleinement conscients surtout du rôle qui est attendu d'eux dans le cadre de cette refondation. Vous savez que le président de la République a fait l'effort de ratisser large pour qu'il y ait une présence de presque toutes les couches socio-professionnelles de notre pays, que ce soit au niveau central, mais également à l'intérieur du pays, y compris dans les départements. Donc toutes les préoccupations et toutes les compétences sont au sein de ce conseil pour effectuer le travail qui est attendu de nous, celui de contribuer à refonder de manière profonde notre pays. Comme c'est une session inaugurale, vous savez que le Conseil consultatif pour la refondation a 2 modes de saisine. Soit elle est saisie par le gouvernement ou le CNSP ou le président de la République par rapport à des questions qui intéressent la vie de notre pays, ou alors le CCR lui-même s'autosaisit. C'est la première session intégrante. Les 2 questions que toutes les commissions ont eu à débattre, ce sont les questions liées à l'insécurité et à la question de gouvernance. Ce sont les 2 sujets que nous avons au niveau du bureau retenu. Au niveau maintenant des sessions prochaines, chaque commission aura à s'intéresser au fond sur les questions, à s'intéresser aux questions relatives aux matières qui relèvent de cette commission. Donc pour cette fois-ci, c'est une sorte de brainstorming, de mise en commun de nos idées pour qu'on puisse apporter des propositions fortes dans ces domaines-là qui, comme vous le savez, sont les premières préoccupations de nos populations. Comment assurer une justice dans ce pays, une justice sociale, de manière à ce que tous les Nigériens profitent des différentes richesses de notre pays. Comment faire en sorte que les méthodes de travail de l'administration soient refondées et à côté de cela, comment contribuer à résorber la question de l'insécurité qui est une question fondamentale pour tous les Nigériens. Donc ce sont ces 2 questions pour le moment qui ont été débattues au sein de l'ensemble des commissions. C'est au cours des prochaines séances que nous allons essayer de formuler des recommandations, chacun en ce qui le concerne, notamment par rapport à nous. La priorité sera mise à l'opérationnalisation de l'Alliance, de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, mais également à des propositions concrètes pour que notre diplomatie soit refondée, pour que notre pays imprime sa volonté de désormais dans les accords internationaux, les accords régionaux, que notre pays affirme sa souveraineté et son indépendance, notamment dans la gestion de ses ressources. Et également dans la mise en place d'une diplomatie qui n'est pas alignée, une diplomatie qui est orientée vers la préservation des intérêts stratégiques de notre pays.
Il faut rappeler que par rapport à la question de l'insécurité, ce sont deux séries de présentations qui ont été faites au conseiller. La première présentation, elle a été faite par le Centre national des études stratégiques et de sécurité, le CNES. Ensuite, le CICO, qui est le centre intégré de commandement de l'armée, qui est pratiquement le centre névralgique de commandement de l'ensemble des opérations militaires dans notre pays, qui est dirigé par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Maman Sanchao. Donc, ce sont ces deux blocs de présentation qui ont été faits aux conseillers, et à la suite, elles ont été complétées par des témoignages des différents chefs coutumiers des zones en proie à cette insécurité. Et je vous assure qu'ils ont écouté de manière religieuse ces présentations, et ils ont été édifiés sur deux choses. D'abord sur les défis qui se posent à notre pays en termes de sécurité, mais également les efforts qui sont en train d'être menés par le Niger de concert avec les autres pays de l'AES pour qu'une réponse adaptée soit opposée à ces hordes de terroristes sans foi ni loi qui écument la zone des trois frontières, mais pas que, au niveau des autres théâtres des opérations, notamment dans le lac Tchad, sur notre frontière avec le Nigeria, mais aussi prévenir que les situations similaires ne se produisent au niveau des frontières algériennes et libyennes. Nous avons été édifiés et nous sommes conscients de la nécessité que tous les Nigériens se mettent ensemble pour affronter ces défis énormes qui se posent à notre pays en termes d'insécurité. C'est d'abord une première expérience pour notre pays. Il y a eu un conseil consultatif par le passé, mais qui n'était pas au même format que celui-là. Les assemblées qu'il y a eu dans notre pays, c'était des assemblées qui n'ont pas le même format. Les institutions similaires de transition, c'était pendant des périodes courtes. Notre institution, elle est installée pour couvrir l'ensemble de la première période de transition, qui sont les 5 ans qui ont été consacrés par la charte de la refondation. Je vous assure que quand on a écouté l'ensemble de ces préoccupations, ça nous a un peu, non seulement sur ces deux sentiments, on est conscient, ça nous a ouvert les yeux sur l'étendue des difficultés auxquelles notre pays fait face, mais c'est également une invitation à nous battre encore plus, à nous investir dans la mission qui nous a été confiée par le chef de l'État pour que nous soyons force de proposition, pour que le CNSP et le gouvernement s'en inspirent avec le recul que nous avons de ne pas être dans l'exécutif et l'opérationnel. C'est regarder les choses avec froideur, avec lucidité, et puis tenir compte des préoccupations des peuples que nous voyons chaque jour, que nous écoutons, pour formuler des propositions qui auront pour but ultime, dans tous les domaines, de mettre notre pays sur la voie du développement dans le cadre d'une alliance des États du Sahel prospère et sécurisée pour le bonheur des populations de nos trois pays. Il faut que les Nigériens comprennent, aujourd'hui c'est une expérience nouvelle. Mais déjà, à travers les textes, il faut que les gens comprennent que le CCR, malgré le fait qu'il ait un caractère consultatif, a une force que les autres parlements n'ont pas. Il faut que les Nigériens comprennent que depuis 1993 jusqu'au 26 juillet 2023, si on fait l'inventaire des propositions de loi, vous savez que les lois sont préparées, c'est soit par le gouvernement avant, par une période démocratique normale, c'est une initiative concurremment exercée par le gouvernement et le Parlement. Quand c'est pour le gouvernement, c'était des propositions de loi, c'était des projets de loi. Quand c'est l'hémicycle qui propose, on appelle ça proposition de loi. Eh bien, de 1993 à 2026, il n'y a pas, si ma mémoire est bonne, il n'y a pas eu 5 propositions de loi qui ont été faites à partir des assemblées pour aller vers l'exécutif. Il n'y a pas eu plus de 5.
En tout cas, si ma mémoire est bonne. Alors que le travail attendu du Conseil consultatif, c'est sur sa propre saisine, élaborer des projets d'ordonnance, puisque le Niger gouverne par ordonnance, sur les questions qui intéressent la vie de notre nation et les transmettre au gouvernement et au CNSP en vue de les intégrer dans les actions exécutives. Donc, nous allons à travers notre travail démontrer que le Niger pourra tirer profit mieux d'un conseil consultatif avec possibilité de s'auto-saisir sur n'importe quelle question plutôt qu'un parlement normal, même s'il est législatif, mais qui dans les faits n'a pas permis de prendre en compte les préoccupations des populations pour les transmettre ou les transformer en loi dans ce pays. Donc nous allons, sur la base des pouvoirs que nous donne la charte, exercer notre travail avec dévouement, avec l'amour de notre patrie et avec le sens élevé de citoyenneté responsable qui est le nôtre. Donc c'est cela la garantie que nous donnons. Chaque préoccupation du peuple, chaque pleur de notre peuple, nous allons essayer de nous en saisir pour formuler des propositions et des recommandations en vue de les traduire en actes concrets, puisque le vœu du président du CNSP a toujours été d'être au service de l'intérêt général et du peuple nigérien. Nous n'avons pas, pour ma part en tout cas, je n'ai aucun doute que les idées, en fonction de leur pertinence, trouveront écho au niveau du président de la République et du gouvernement.